Donc bonjour à tous, merci beaucoup. Je sais, il fait un petit peu chaud. Nous sommes tous logés à la même enseigne, mais ce n'est qu'un bon moment à passer. Voilà. Et puis, vous allez voir, on a de la chance d'avoir un super panel pour ces questions autour des opportunités pour la création à l'ère de l'IA générative. Alors, merci beaucoup. Donc, pardon, il va peut-être y avoir quelques petites répétitions par rapport aux autres tables rondes, mais pas tant, parce qu'on a imaginé quand même quelque chose qui montait en croissance sur cette question de la création. Et avant de commencer de vous présenter les intervenants, je voulais juste vous donner un chiffre, une info et une réflexion, je pense, qui va pouvoir alimenter les débats. Donc, McKinsey, d'ici 3 ans, l'IA pourrait générer 150 à 274 milliards de dollars de profit dans le secteur de la mode et du luxe. Juin dernier, New York, défilé Marc Jacobs, le livret du défilé a été rédigé par ChatGPT. Et puis, une petite réflexion de Vincent Grégoire de chez Nelly Rodi. Le recours à l'IA dans la création, ça va être un carnage pour ceux qui n'ont pas d'idée. Voilà, donc les choses étant posées, nous allons discuter de tout ceci avec les intervenants. Donc à ma gauche, Elliot Baril, bonjour. Bonjour. Head of Data Science chez Louis Vuitton, c'est bien ça depuis 5 ans. Donc vous avez une formation d'ingénieur. Tout à fait. Mais on va parler de création avec vous parce qu'on va voir justement que aussi peut-être l'intérêt de cette IA générative, c'est que les uns et les autres se parlent désormais, qu'il y a peut-être moins de silos entre les différentes fonctions. À côté de vous, Mathilde Matteucci, bonjour. Image et communication manager chez Coperni. Tout à fait. C'est bien ça, C'est vous bien. allez nous raconter notamment toute cette relation entre l'homme et la machine, l'homme et la technologie que questionne régulièrement Sébastien chez Coperni. À côté de vous, nous avons la chance d'avoir avec nous Maureen Oluwole, directrice internationale luxe chez Meta. Bonjour. Bonjour. Paul Mougineau. Paul, comment on vous présente là aussi ingénieur, artiste, entrepreneur? C'est très bien. Oui. On est pas mal avec ça. On reviendra sur vos différentes fonctions et les différentes startups que vous avez dans un instant. Et puis avec nous également Frank Chitam. Bonjour. Bonjour. Creative Lead chez Google. Donc Franck nous parlera en anglais parce que déjà il nous fait le plaisir d'être sur ce panel en français. Mais voilà, il fera les réponses en anglais pour tous. Alors, effectivement, on l'a vu, cette créativité, elle est questionnée par l'IA, elle est bouleversée, elle est malmenée, et en même temps, elle se dit qu'elle pourrait devenir peut-être super puissante. Paul Mougineau, vous qui avancez sur le sujet depuis pas mal d'années, qui traitez de la donnée depuis pas mal d'années, avec notamment Stabler. On rappelle d'un mot, Stabler ? Oui, absolument. Donc, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Stabler Technologies, qui permet en fait d'extraire de très grands volumes de données, ce qui est un sujet et ce qui va en être un, à mon avis, encore plus pour créer des modèles d'IA sur mesure. Et précédemment, j'avais créé une entreprise qui s'appelle Daco, qui faisait du benchmark concurrentiel dans la mode, qui avait été finaliste de l'Andam en 2018. On avait des liens depuis longtemps très étroits avec l'industrie de la mode et qui a été acquise par Vente Privée. Donc, j'avais mis en place avec mon équipe le département pricing chez Vente Privée pendant quelques années. Et en parallèle, j'ai beaucoup travaillé sur la création artistique, puisque j'utilisais tout le temps ces outils-là. J'étais aussi collectionneur vraiment féru d'histoire de l'art. Je me suis dit, à un moment donné, il y a eu un alignement des planètes. Et en 2019, j'ai créé un studio qui s'appelle Ores Vétier et qui étudie comment on peut utiliser l'IA, mais aussi les métiers d'art. Oui, qui combine algorithmes et métiers d'art. Qui l'eût cru. Vous êtes aussi prof à l'IFM, hein ? Oui. Exactement. Alors, si on se demande que peut apporter l'IA générative à la création, vaste question, on va y répondre tous ensemble, mais peut-être la première réponse que vous pouvez donner sur l'IA générative en particulier, Paul. En général, quand on veut définir quelque chose, c'est intéressant aussi de dire ce que n'est pas l'IA générative. Donc déjà, c'est pas un moteur de recherche, donc il faut arrêter de demander des choses qu'on peut chercher de manière plus concrète et classique. C'est pas non plus un
un agent créatif comme peut l'être le cerveau humain, et on l'a dit tout à l'heure, en fait la capacité générative des IA, elle vient du fait qu'on a une sorte de bruit blanc qu'on essaye ensuite de matcher avec un jeu de données, donc c'est toujours des choses qui existent un peu déjà, mais on a cette forme de sérendipité, de saveur un peu nouvelle qui est produite par effectivement le hasard. En revanche, ça peut servir d'exhausteur, c'est-à-dire que quand on injecte, et c'est vraiment ma thèse personnelle, hein, je demande à personne de la partager, mais quand on injecte des données très personnelles, en tout cas dans l'art notamment, des images, des textes, des choses qu'on a écrites soi-même, donc pas de la donnée synthétique, qu'on la combine avec des algorithmes potentiellement très puissants de traitement du langage ou de l'image, et qu'ensuite on la reprojette, pourquoi pas, dans le réel en utilisant des métiers d'art, des savoir-faire, voilà, notamment qu'on peut trouver dans le luxe. Là, on a vraiment 3 piliers. En stratégie, on peut presque parler de barrière à l'entrée, et on peut vraiment créer quelque chose de spécifique. Et pour l'instant, à mon sens, dans le luxe, on n'y est pas du tout. Dans la mode, on n'y est pas du tout non plus, puisqu'on est encore dans l'exploration finalement de modèles génératifs un peu pré-entraînés. Mais on pourra y revenir peut-être. Et Elliot, même question pour vous, parce que l'IA, les données, ça fait un moment que vous travaillez, mais là se pose la question, vous me disiez vous-même, voilà, depuis un an, on est comme tout le monde, intérêt pour l'IA générative, mais finalement, comment ça va pouvoir s'intégrer dans le processus de création, comment ça va apporter de la valeur? Vous êtes sur toutes ces questions. Est-ce que vous commencez à avoir des débuts de réponse sur ce que ça peut apporter à la création? Oui, je pense que ce que vous dites est très juste. Déjà, avant Generative IA, il y a IA. Hein, et donc à Louis Vuitton, c'est ce sur quoi on a travaillé depuis 7 ans. Hein, donc on a travaillé avec beaucoup de métiers sur toute la chaîne de valeur de Louis Vuitton. Que ce soit la supply chain, par exemple, avec des prévisions de vente. On va travailler aussi avec les vendeurs en magasin pour mieux recommander des produits. Donc on a toute une logique où on a inclus l'IA finalement dans le quotidien de nos métiers. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Il y a un nouveau paradigme avec le générative IA qui est finalement la logique de ce que ça prédit. C'est-à-dire que ça va prédire en fait des choses que ça ne prédisait pas avant. Une IA classique prédit des statistiques, prédit des chiffres, prédit voilà, des informations, des produits, va détecter finalement dans des images des informations. Là maintenant, l'IA générative, en fait, elle génère des choses. Donc, elle va générer des images, elle va générer du texte, elle va générer du code, elle va générer du son, elle génère vraiment des choses créatives, donc du contenu. Donc il y a un vrai changement de paradigme, finalement, qui est très intéressant, et sur lequel, bien sûr, on commence à travailler, et sur lequel on s'intéresse. On ne peut pas passer à côté. Je pense qu'on a tous expérimenté avec ces différentes IA. Et donc il y a un champ des possibles qui est là, qui est à creuser, qui a eu une grosse accélération aussi sur ces dernières années, avec les choses qui sont devenues très accessibles. Et moi, quelque chose que je trouve très intéressant avec ChatGPT, par exemple, en fait, il y a une vraie distinction entre l'interface et la manière dont on interagit finalement avec ces IA. Et donc, c'est ça qui a permis cette vraie accélération. Parce que si on regarde, en fait, sur les quelques années qui précédaient, les modèles qui nourrissent ChatGPT étaient déjà accessibles. Donc la partie vraiment modèle d'intelligence artificielle était déjà là. C'est tout ce travail sur l'interface en fait et sur la manière dont on a interagi avec qui a permis cette accélération et qui a permis qu'on s'y intéresse. Maureen, que peut apporter, je vous repose la question de votre point de vue, et on va revenir bien sûr sur les dernières annonces chez vous. Que peut apporter l'IA générative à la création selon vous? Je pense que c'est important de donner un peu de contexte sur la notion d'intelligence artificielle pour Meta, donc anciennement Facebook, parce que bien qu'il y ait une version, en tout cas des produits qui sont plus externes, c'est un sujet ou c'est une technologie que l'entreprise intègre depuis plus de 10 ans. Donc, si on réfléchit par exemple à l'algorithme qui existe sur l'ensemble des plateformes, ça, c'est la base de ça, c'est l'intelligence artificielle. Donc, du coup, l'objectif de l'entreprise dans cette nouvelle phase, de cette nouvelle ère, de faire en sorte de trouver des solutions qui sont et du côté consommateur ou consommatrice et du côté marque qui rendent la création de contenu plus facile, plus expressif, et aussi quand on parle de résultats business, qu'on va
discuter un peu plus productif. C'est-à-dire qu'il y a des efficacités, des efficiency, pardon, pour l'anglais, qui sont de façon avantageuse proposées et implémentées et mises en place grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de prendre le sujet, de vraiment donner des valeurs, rendre la vie des personnes plus facile, quel que soit avec des assistants ou l'autre, et surtout permettre aux personnes de pouvoir être plus expressifs dans l'interaction qu'ils ont avec leurs proches ou même en face de marques. Et d'ailleurs, donc dans les dernières annonces qui datent de tout juste quelques jours, on a bien vu l'IA générative, c'est au cœur du sujet. On va le voir aussi chez Google dans un instant. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ces nouveaux outils d'IA générative pour Meta ? Tout à fait. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, donc, il y a eu une conférence de Meta qui s'appelle Connect, donc une conférence annuelle, à peu près annuelle, pendant laquelle l'entreprise annonce les dernières actualités, soit en termes de technologie ou soit en termes de produits ou fonctionnalités. Et cette année, il y avait 3 annonces majeures qui ont été annoncées. La première chose, c'est plus sur le hardware, donc c'est la nouvelle version de la 3e génération de casque Oculus, qui est un casque qui intègre la réalité mixte, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, les casques Oculus, c'était vraiment un environnement à part, c'est-à-dire on met le casque et on est vraiment intégré et immergé dans ce monde. Maintenant, cette notion de ne pas, notamment de se couper ou se priver de son environnement, c'est très important. Donc, on a lancé la version la plus avancée, la version la plus rapide et surtout plus naturelle dans son sens de casque Oculus. Et deuxième chose, c'est sur les lunettes qui intègrent la réalité augmentée. C'est-à-dire les lunettes, donc on a fait le premier partenariat avec Ray-Ban et maintenant c'est la nouvelle génération de ces lunettes qui permettent par exemple non seulement d'écouter de la musique ou envoyer des messages, mais on peut même imaginer si on veut aller au restaurant, on a des directions pour aller au restaurant grâce aux lunettes qui sont intégrées avec la réalité augmentée. Et puis, enfin, la 3e annonce, donc du coup, qui répond directement à votre question, sont des outils qui sont désormais disponibles. Bon, quand je dis désormais, on lance souvent d'abord aux États-Unis et ensuite doucement pour le reste du monde, qui permettent à la fois aux consommateurs et aussi aux marques d'activer cette technologie. Du côté consommateur, je donne juste un petit aperçu et puis on va rentrer en détail plus après. Parfait. Voilà. C'est l'assistante AI, qui s'intègre dans WhatsApp, Instagram et Messenger, et Facebook aussi, et également la possibilité de créer du contenu, générer du contenu en tout cas, grâce à l'intelligence artificielle. Du côté marque, on est plus sur l'efficacité. Comment faire en sorte d'améliorer ces campagnes de médias grâce aussi à l'intelligence artificielle qui peut cibler le bon contenu auprès de la bonne personne. Donc, voici vraiment les grands axes qu'on a annoncés il y a maintenant à peu près 2 semaines. Parfait, effectivement, on va revenir sur ces cas d'usage dans un instant. Franck, de la même façon, chez Google, vous avez aussi présenté une keynote et on voit bien que là aussi, la générative IA, c'est le cœur de votre sujet. Vous avez notamment présenté un smartphone, mais au-delà d'être un très bon assistant, selon vous, comment l'IA générative et selon Google peut aider à la création? Thank you, Karen. So yeah, the way AI has been integrated into our company has obviously been something that's been foundation for many years. We've for years been an AI first company. So what you're seeing is this evolution of how one facet of AI, generative AI, is starting to make its way through our product suite. So the goal here is to really provide a safe and kind of secure way of using the technology. You know, we're moving fast. There's so many new releases happening on a daily basis. Pixel's obviously been the latest great innovation where if you haven't seen it yet, there's been some really incredible features that have been brought into the camera features. So you're now able to remove unwanted people inside your photo. You're repositioning,
creating the new compositions. And also being able to sort of reimagine sort of how to generate some of your photography imagery. So this is really putting a tool in the hands of everyone to enable creativity. From that, we're developing, obviously, across the board. Our advertising and media tools are being integrated with generative AI features. So, from text to imagery to video and music now, as we'll talk about that in a minute, is something that's really sort of augmenting the way we're building our assets and augmenting the way we're keeping up with this huge demand of content and media on a daily basis. So I think moving from that, we're going to see more of this technology be integrated in a very hidden way. Yeah, it's going to be very natural, very intuitive to use. At the same time, we're seeing some incredible research activities. We mentioned some of this now, where we're really seeing makers look at these tools, and we talk about multimodal, yeah, so I say that right. But really, what happens when we start to bring some of these intelligent features together? How can we really create in a new way? How can we step back and really understand what are the advantages? Where's the value in terms of what we're creating, and how can we arrive there through the different sort of uses of AI? Alors justement, Paul, quand on parle, avant de parler de valeur, je voulais juste revenir avec vous. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que créateur ? Ça permet de ne plus partir de la page blanche ? Alors on peut le voir comme ça. Ce qui est très intéressant, c'est que on a l'impression qu'on est face à des montagnes, des modèles extrêmement complexes. Et c'est un peu vrai, mais on peut le voir aussi comme des briques qu'on peut assembler avec des jeux de données qu'on peut constituer soi-même et pour personnaliser ces outils. Donc pour répondre à la question, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet en fait dans l'art de faire quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment atteint jusqu'ici, c'est-à-dire encore une fois de partir d'un gisement personnel, potentiellement d'un embryon d'histoire qu'on veut raconter, parce que c'est quand même le travail de l'artiste, c'est de raconter une histoire, parfois sur toute sa vie, parfois c'est de se dédier aussi à un geste, donc ça peut être aussi, ce geste peut être déployé via l'IA, mais en partant de cette matière première qui est éminemment personnelle, on peut la digérer avec un outil. C'est un outil, c'est pas un médium, mais avec une puissance de digestion qu'on n'avait jamais jusqu'à présent. Et c'est vrai que dans les premiers débats autour de l'IA, on a beaucoup comparé l'émergence de cet outil avec l'apparition de la photographie, ce qui est vrai. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut rendre comparables, notamment par le fait que quand la photo est apparue, tous les artistes ne sont pas devenus photographes, donc ça veut dire que potentiellement dans le futur on aura des artistes qui sont AI native, et puis on aura toujours des peintres, des sculpteurs qui en auront rien à faire des pixels, et c'est très bien comme ça. En revanche, l'apparition de la photographie a profondément transformé, et c'est pas le seul facteur, mais profondément transformé l'art, et ça nous a amené vers les courants qu'on connaît, l'impressionnisme, le cubisme, etc. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est que les premiers usagers de la photographie en tant qu'art étaient des profils extrêmement hybrides, parce qu'il fallait justement comprendre ça. Et les profils dont on se souvient de l'époque, c'est par exemple William Henry Fox Talbot, August Strindberg, qui était un artiste qui était à la fois écrivain de pièces de théâtre, qui était peintre et qui a fait des œuvres avec un médium photographique intéressant. Donc c'est ça qui est assez intéressant, et on le retrouve un peu dans l'IA. Il y a cette notion d'hybridité intéressante, et avec ça, en fait, on atteint une vibration qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et je prends juste un exemple très concret dans ce que je fais, mais c'est typiquement, j'ai utilisé des algorithmes comme GPT, alors un petit peu avant les interfaces, donc il fallait transférer learner, comme on dit, l'algorithme, donc prendre l'algorithme, l'appliquer sur un texte, donc un ensemble de textes que j'avais écrits, et donc je me suis mis avec ça à écrire des poèmes, et on se parle de ça, c'était en 2018-2019, donc à l'époque les gens qui utilisaient l'IA, on était une centaine dans le monde, on échangeait, c'était un peu comme Saint-Germain dans les années 50 en quelque sorte, donc on s'envoyait des œuvres, etc. Et ce qu'on constatait en fait, c'est qu'en faisant ça, et j'insiste vraiment, entraîné sur des données, un gisement personnel, on écrivait des textes qui certes
ne partait pas d'une page blanche, mais on avait une sorte de vibration. Enfin, moi, parfois, j'écrivais des textes, je ne savais pas pourquoi ça m'intéressait, mais sur la base de tout ce que je connaissais et ce que j'avais écrit, je me suis dit, OK, je le garde. Et ce qui est très troublant, c'est que parfois, 1 an, 2 ans après, au cours, pourquoi pas, d'une séance de psy, au cours d'un travail de création, etc., je me suis dit, bon sang, c'est pour ça que ça m'intéressait. Et c'est à titre personnel, c'est vraiment ça qui me intéresse. Et encore une fois, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire des modèles sur mesure pour chacune des applications, aussi bien business que avoir sa créative. propre IA, Oui. c'était bien le sujet. Paul, vous parliez de photos à l'instant. Mathilde, du coup, je me tourne vers vous, puisqu'on entre dans les cas d'usage de la création, de la créativité au sens très large. On parle d'industrie créative. Hein. Là, on semble, aujourd'hui, on va voir que même si on est dans la mode, vous êtes chargé de l'image et de la communication, et c'est vraiment sur ce terrain-là que vous avez avancé sur l'IA. Est-ce que vous pouvez nous partager, déjà dans un premier temps, le premier test, parce que c'est aussi ça, hein, Oui, l'IA c'est un générative, travail de recherche. voilà, c'est les premiers tests. Cette création d'un print Oui, tout à à fait. l'aide d'une IA et d'un peintre. Oui, alors déjà pour un petit peu résumer Coperni, je ne sais pas si tout le monde connaît ici, donc je résume brièvement. Donc c'est une marque encore jeune qui a été fondée par Sébastien Meyer et Arnaud, il y a Arnaud Vaillant en 2019. Et l'ADN un peu de cette marque qui est important à saisir ici, c'est que tout tourne un peu toujours autour de l'innovation. On s'intéresse particulièrement à ça. Vous avez peut-être dû voir passer ce défilé avec Bella Hadid qui se fait sprayer une robe blanche magnifique par un scientifique, Manel Torres. Donc j'en parle parce que je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être rappeler des feeds d'Instagram de certaines personnes. Donc tout ça pour dire que l'innovation est vraiment au cœur de la création chez Coperni et que effectivement c'est d'un nouveau médium, un petit peu comme ce que disait Paul. Je pense qu'il faut le prendre comme un nouveau médium et une nouvelle matière de travail et non pas comme un espèce de remplaceur de poste ou je ne sais pas comment dire ça. Et c'est un peu ce qu'on a fait chez Coperni particulièrement, donc pas cette saison, là, il y a 2 saisons, sur un défilé donc, qui reprenait la fable du loup et l'agneau. J'en parle parce que c'est important dans le sens aussi qu'a pris cette collection, c'est-à-dire que on a, à travers ce défilé, repris cette fable et un peu transformé le loup en l'agneau, en les technologies et l'humain, pour parler de ces rapports de force qui existent et de pouvoir, et puis des questions que ça pose. Et donc cette collection, il y a eu effectivement un print qui reprenait les dessins, les gravures de cette fable, qu'on a réinterprété avec une intelligence artificielle qui était comment ça s'appelle, DALL-E. Donc on est parti de ça et puis on avait bien sûr des idées en tête, tout ça pour aussi revenir au fait qu'on donne des inputs à ces services, mais il faut quand même qu'il y ait derrière il y ait une idée, une volonté, une vision quelque part pour avoir un résultat satisfaisant, pour après être retravaillé par un designer, par un print designer, pour avoir quelque chose de cohérent, de joli et qui nous convient à tous. Ce qui a été intéressant, c'est de voir ce qui en est ressorti, parce que comme nous, on a une vision positive des technologies, on n'avait pas envie d'avoir un grand méchant loup qui représente la technologie et un petit agneau qui représente les humains. Donc on a fait tout ce travail de recherche et de wording, finalement, des bons mots à rentrer à l'intérieur de ce serveur pour avoir le bon print, pour le retravailler, puis le printer sur une veste et là le refaire repeindre en confrontation par un peintre qui s'appelle Gaspard Willeman, qui a fait tout un travail à la main. Donc là, ça re-questionne un peu l'artisanat par-dessus ce print qui était donc quand même issu d'une intelligence artificielle. Donc il y avait un petit peu ce rapport de qu'est-ce qu'est la valeur ajoutée du peintre, parce que la veste, tout de suite, avec la peinture, a pris un peu de vie, de volume, de mouvement, et tout de suite, ça a créé une autre chose, même sur le catwalk, visuellement, et les gens ont vachement, en fait, été touchés par cette patte qu'on n'aura pas avec une intelligence artificielle. Parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait un réel travail de réflexion et de retravail pour que ce qui est généré par ces outils soit originaux et donne des nouvelles créations. Donc ça, c'était un peu les prémices, si je peux dire, et on s'est dit, il y a quelque chose Parce que c'était il y a 2 ans déjà, ça. C'était en mars dernier. Mars dernier. Voilà, on avait fait tout un défilé avec donc aussi Boston Dynamics, donc c'est des robots qui étaient intégrés dans le show par une chorégraphie, donc pareil pour parler d'innovation et l'intégrer dans ce récit un peu.
Et ça, c'était les prémices. Vraiment, on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire, mais il faut que ça nous aide. Il ne faut pas que ça soit à l'origine de la création, ces intelligences artificielles, mais que ça accompagne et que ça puisse être comme un assistant, comme une fonction en plus dans l'entreprise, mais que ça ne soit pas à l'origine d'une nouvelle création. Donc ça nous a vraiment aidés. Et avec ça, on a un peu voulu développer cette idée-là de questionner les technologies, l'humain. Et on a fait une campagne donc, pour ce défilé avec Everest Lab, donc, qui est un studio de création expérimentale, qui nous a aidé donc à faire une sublime campagne. Vous pouvez regarder, c'est une campagne, c'est un film génératif, c'est-à-dire qu'il est streamé sur notre chaîne YouTube en permanence et il génère de nouvelles images toutes les 40 secondes. C'est-à-dire que là, même si moi je me connecte, je vais peut-être découvrir quelque chose que j'ai jamais vu avant, ce qui est quand même assez surprenant et extraordinaire. Mais à la fois, c'est contrôlé parce que un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, il faut pas laisser tout à la machine, c'est pas l'idée, c'est que ça soit un accompagnant et une aide. Donc ça a été par ce studio de création bien contrôlé. Et donc il y a une AI générative dans cette campagne infinie quelque part, mais qui a été développée par ce studio de création. Donc c'est une AI, mais qui n'est pas un service. C'est quelque chose qui est créé en interne par des algorithmes et donc qui permet d'avoir un contrôle sur ce qui se passe. Étant donné que nous, le message qu'on veut passer, c'est positif, on ne veut pas que le scénario... En gros, c'est une campagne qui... C'est difficile à expliquer sans image, mais c'est une campagne comme une autre en termes de voilà, il y a une mannequin qui est Laila Moss, qui est scannée en 3D, qui est le main character un peu de la campagne et qui interagit avec le robot, un peu comme dans notre défilé. Et donc, en fait, nous, ce qu'on voulait, c'est montrer absolument qu'il y ait une connexion entre les deux personnages et qu'il ne soit jamais négatif. Donc, on a demandé à une AI de générer donc en interne chez Everest Lab de nouveaux scénarios, mais toujours contrôlés par ce studio de création pour que la fin de l'histoire de la fable soit toujours positive. Donc ça, c'était vraiment important pour nous. Là où la AI, elle est un peu plus, on va dire, aléatoire sur ce sujet, c'est au niveau du texte qui est appliqué à ces vidéos. C'est-à-dire qu'il y a une fable qui se déroule tout le long de cette vidéo et qui nous donne de nouvelles visions sur les rapports de force entre les technologies et l'humain. Du coup, ici, effectivement, on a fait appel aussi à ChatGPT, je pense comme de nombreux créateurs et comme on l'a abordé avant. Et là, l'AI nous aide effectivement à recréer des nouveaux récits en permanence pour avoir quelque chose que nous, on ne pourrait pas faire, c'est-à-dire tous les jours inventer, je sais pas, plus de 320 000 scénarios, ce qui est en fait cette campagne, c'est-à-dire qu'il y a environ 320 000 vidéos qui se créent toutes les 40 secondes. Et donc là, grâce à ça, on a pu faire une forme d'objet qui est nouvelle, en fait, qu'on n'aurait pas pu faire sans l'aide de cette intelligence artificielle gérée en interne par un studio de création qui nous connaît et qui a les mêmes valeurs que nous aussi. C'était important de cette notion de valeur qu'on a abordée tout à l'heure. Pour pas que ça dérape, quoi. Donc l'image, la vidéo, et là on voit que vous faites partie des pionniers. On viendra à votre dernier test tout à l'heure. Mais on parlait de musique. Franck, vous parliez tout à l'heure de musique. Il y a quelques précurseurs, là aussi, des pionniers, comme on dit, et quelqu'un qui ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui, mais qui nous a enregistré une petite vidéo qui s'appelle François Pachet, qui est directeur du laboratoire de recherche technologique créative chez Spotify. Et justement, on lui a demandé pour lui qu'est-ce que ça a apporté et comment il avait commencé avec cette IA générative. Est-ce qu'on pourrait voir la vidéo, s'il vous plaît ? Donc, les usages de l'IA dans l'industrie musicale, l'IA est partout, notamment dans les recommandations qui sont faites automatiquement le plus souvent à partir des profils, de ce qu'on a écouté précédemment. L'IA va recommander des morceaux à écouter. Ça, c'est fait de manière routinière par tous les distributeurs de musique et à très large échelle, sur des millions, des centaines de millions d'utilisateurs. Il y a de l'IA qui calcule tout le temps des recommandations. Il y a de l'IA qui est utilisée pour plein d'autres choses. Par exemple, pour détecter si un morceau est déjà dans une base de données ou s'il est dans une forme légèrement différente, voire pour faire de la détection de plagiat. Donc il y a beaucoup d'usages de l'IA qui sont déjà industrialisés et d'ailleurs depuis assez longtemps. Il y a d'autres usages de l'IA qui sont plus, qui relèvent plus de la recherche, de l'expérimentation, donc tout ce qui concerne en effet la création musicale ou la création assistée par IA. Là, il n'y a pas encore d'outils industrialisés à large échelle, mais c'est probable que ça va arriver.
Sur quoi portent mes expérimentations? Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est est-ce qu'on peut faire une IA qui aide à fabriquer, à composer des morceaux, des chansons notamment, de la musique mainstream qui soit vraiment intéressante, qui soit plus intéressante que ce que font les êtres humains naturellement. C'est un peu prétentieux, mais c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça, j'y crois, même si aujourd'hui la situation n'est pas toujours très claire de ce point de vue-là. Il y a beaucoup d'IA qui est utilisée pour faire de la musique, mais pas forcément avec des résultats très intéressants. Mais il y a aussi des expérimentations qui sont très encourageantes, notamment celle qu'on avait faite avec l'album Hello World, où on a composé, je crois, quelques très beaux morceaux avec l'IA. Quels sont les algorithmes qui m'enthousiasment? Je m'en fous des algorithmes. Je crois que les gens sont trop focalisés sur les algorithmes et pas assez sur l'utilisation qu'on en fait et le résultat. En anglais, on dit je préfère être music driven, donc tiré par la musique, que techno driven, c'est-à-dire tiré par la technologie. La technologie, il faut qu'elle soit au service des ambitions, des objectifs, des buts. Bon, cela dit, c'est vrai qu'il y a des algorithmes très puissants aujourd'hui. Les algorithmes des réseaux de neurones sont très puissants. Et il y en a d'innombrables variations. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres algorithmes en IA qui sont aussi très intéressants et qui méritent d'être utilisés pour la création. Est-ce que l'idée d'une substitution de l'artiste par l'IA est un fantasme? Oui, complètement. C'est un fantasme. L'IA, c'est celle dont on parle aujourd'hui. Ce n'est qu'une nouvelle génération d'algorithmes et d'outils qu'il va bien falloir apprendre à utiliser de manière intéressante. C'est pas vraiment encore le cas aujourd'hui, mais ces outils qui paraissent extraordinaires aujourd'hui nous sembleront totalement banals dans très peu de temps. Et d'ailleurs, quand ils nous sembleront banals, il y en aura d'autres qui vont arriver, qui vont nous sembler extraordinaires. Ça a déjà arrivé. D'ailleurs, c'est l'histoire de la technologie, c'est que ça. Il y a eu dans les années 80 l'échantillonnage numérique qui enthousiasmait les gens et qui faisait peur. Et déjà, on disait que les musiciens allaient disparaître. Mais tout ça, évidemment, n'a pas été le cas. On a juste une génération d'outils nouveaux qu'il faut apprendre à maîtriser. Et puis, quand on aura fini ça, il y en aura encore une autre. Oui, alors très intéressant, il y a 3 points sur lesquels je pourrais réagir. Bon, tout à l'heure, on a parlé juste pour revenir une seconde sur la mode d'entreprise pionnière. À mon sens, quand même, l'entreprise qui a, la maison qui a pour la première fois vraiment créé une collection entière basée sur l'IA, il faut quand même le rappeler, c'est Acne Studio en 2020, donc c'est quand même il y a très longtemps à l'échelle de l'IA. À l'époque, c'était vraiment innovant parce que personne ne s'intéressait vraiment au GAN, ou en tout cas, on était un peu encore des uluberlus. Moi, je me rappelle quand je donnais des cours à l'IFM, je m'excusais presque de parler de la capacité générative de l'IA, je le mettais surtout pour être complet dans l'approche. Donc eux, ils ont entraîné tout un modèle qui s'appelait GAN, qui était un peu moins sophistiqué que ce qu'on a maintenant, mais sur les silhouettes, et à partir de là, il y a eu un dialogue créatif, et c'était vraiment la première et quasiment la seule fois que c'était marketé comme généré par IA. Maintenant, les maisons probablement l'utilisent beaucoup pour la génération moodboard, mais on n'a jamais eu cette audace de créer une capsule dans ce domaine. Donc en tout cas, toujours intéressé d'y discuter. Hein. Je l'ai fait dans le design, par exemple, avec Gilles Boissier, et je sais que c'est possible. Les 2 réactions, très rapidement aussi sur la partie, l'artiste qui remplace la machine. Ça, en fait, certes, c'est un fantasme. Moi, je ne serais pas aussi tranché que lui. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'art, c'est vrai que dans les années 50-60, quand les ordis sont apparus, on a eu cette bifurcation et de se dire, voilà, quelle va être la relation entre l'homme et la machine. Il y a eu 2 approches. La première qui était de dire, la machine va être un aide de camp, va générer une matière première, je vais l'utiliser pour faire des œuvres. Et ça a été la branche qui s'est beaucoup développée, bien sûr, avec des précurseurs comme Manfred Mohr, Vera Molnar, qui va avoir 100 ans l'année prochaine. Donc vraiment des pionnières, des pionniers dans le domaine, et ça s'est développé jusqu'à maintenant. Et la branche où on disait je vais créer une machine, je vais la laisser cracher des œuvres et je signerai toutes les œuvres qu'elle génère parce que cette machine est parfaite, on a toujours dit mais jamais on acceptera de lire des livres écrits par des machines, jamais on acceptera d'écouter des musiques totalement générées. Moi je serais plus nuancé parce qu'en fait depuis les années 2020, pour ceux qui s'intéressent à l'art sur la blockchain, ce qu'on appelle le crypto-art, il y a quand même un site notamment qui s'appelle Artblocks qui génère des millions, voire des dizaines de millions d'euros
en vente d'œuvres. Et en fait, les artistes créent un moteur et les gens achètent les œuvres sans les voir. Elles sont générées par un algorithme et elles sont signées en tant que telles par... Et donc, c'est un marché qui est en formation. Je ne dis pas que l'histoire va le retenir, ça, on verra, il faut laisser le temps. Mais cette branche se développe depuis, on va dire, 2020 et c'est quand même un grand changement dans l'histoire de l'art. Donc, c'est assez important. Et voilà. Et la dernière chose, c'est sur la partie narrative. Évidemment qu'on s'en fiche des outils. L'important, c'est de raconter une histoire intéressante. Mais je pense qu'on partage tout ça. Il faut créer le monde dont on a envie. Et en plus, on a les moyens dans l'industrie du luxe. Donc, faisons-nous plaisir et ne devenons pas esclaves des machines. Tout de même, Franck, pour réagir sur la musique, vous avez lancé Music LM il y a quelques mois maintenant, donc un outil de génération de musique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche et quelles sont les avancées aujourd'hui? Yeah, for those of you who don't know Music LM, it's a piece of research that's kind of been developed into a tool. So back in May, we're seeing a lot of progress in terms of text to image, text to text, some really great movement there. So the focus here was really to see if that could be attributed to music. So it's a piece of research that's just developed of thousands of tagged musical styles, so using very long descriptives, okay? So what makes this possible is a very clear sort of understanding of the musicality, so working with music artists, with experts on genre, on labeling, artists themselves, okay? So this is a very important point in terms of developing the tools. From that, we've been able to sort of create some really amazing novel ways of creating music. So text to image, text to music, simple description of the genre, the type of music you want to produce, a story, or perhaps an image, like a great piece of art or an item of fashion. This can be interpreted in some way through text and natural language into a musical score. So by musical score, it's just not just a sound effect, it's a very well composed and thought out piece of music, okay? So one of my favorite ones here is purely by whistling a tune. Okay, so you'll be able to look online and Google it. You can convert that whistle, that hum, or whatever sort of form of expression that you're willing to perform into a very comprehensive piece of music that's very well developed. So what we're seeing here is some incredible development in terms of the forms of expression. How do we express an idea? How do we communicate an idea through different forms? Everyone has their own way, their own ability to express a concept. But now we're seeing this sort of bridge between that and what is actually being produced. What is actually being the output, and it's forming a different way of communicating in the industry of creativity. So this is really providing the platform of research and experimentation that we're doing a lot of work around, and making it useful through certain products. So we're starting to see, it was announced just a couple of weeks ago on YouTube. Music is a huge part of YouTube. If there was no music industry, there would be no YouTube. So what we're seeing here is being able to really build an ecosystem and an understanding. And I think we also had this announcement of starting to partner with the industry in terms of universal music. So it's important to have that ecosystem set in place in order for those who are creating the original data, the original pieces, to be provided with compensation or recommendation or some attribution of some sort. So these are the important steps we're seeing in terms of turning what's research and quite inspiring and beautiful to use into something that's a common everyday piece of utility. And through the products such as YouTube, you can reach billions of users. If you consider how many users are using YouTube Shorts, for example, it's 70 billion views per day. There's 20 billion signed-in users using it every month. So it's a lot of people that have access to this technology, but building that safe infrastructure and setup is crucial to making that a success. Paul, il est épaté. Elliot, quels sont les cas d'usage voilà, merci. Et quels sont les cas d'usage que vous imaginez? Alors, je sais bien que vous n'allez pas tout nous dévoiler, mais est-ce que quand même il y a des choses que vous pouvez nous partager, ou peut-être que vous avez déjà commencé à explorer dans d'autres maisons? Alors, oui, alors avant de parler des cas d'usage, on y reviendra. Pour moi, il y a un point qui est essentiel dans ce qui est dit, c'est le côté l'algorithme ne fait pas tout.
hein. Je pense que c'est très important et ce n'est qu'un outil. Je pense que ceci c'est assez intéressant de le ressortir. Nous, ce sur quoi on travaille beaucoup et sur lequel on réfléchit pas mal, c'est à quel moment en fait du processus créatif ça s'insère. Et je pense que c'est un point essentiel. On n'est pas juste dans la question de quel algorithme, quelle solution, mais où est-ce que ça va vraiment aider le créatif. Qu'on parle d'un créatif de design ou un créatif sur de la communication. C'est une vraie question essentielle. Et est-ce que vous avez un début de réponse ? Alors, on y travaille. On a identifié quelques axes. Il y a une logique vraiment de gain de temps. Je pense que ce sont des équipes, les designers, les créatifs qui sont au cœur de notre industrie et de notre entreprise, pour parler de Louis Vuitton, et qui sont constamment avec beaucoup de sujets, avec les fashion shows, les produits, les lancements. Donc il y a une vraie logique de gain de temps et de voir où ça pourrait aider à gagner du temps. Par exemple, un cas qu'on a identifié qui est le passage finalement d'un dessin à un produit plus ou moins réaliste. Donc ça, c'est typiquement un cas qui est intéressant et sur lequel on voit une logique de gain de temps. Il y a une logique aussi d'inspiration. Je pense que ça peut être intéressant de voir l'inspiration dans des images, dans du texte. Et en fait, il y a un champ des possibles qui est très large. Puis avoir aussi un gain en communication entre les équipes. Ça peut aider finalement dans des logiques de communication entre des équipes produits, des designers. Voilà, c'est des choses qui nous intéressent. Mais il y a vraiment ce sujet qui est très important de où est-ce que ça s'insère. Et ce n'est pas uniquement un algorithme. Et je pense que c'est vraiment clé. Je pense que ça a été pas mal évoqué. Et si je reviens un peu sur l'exemple ChatGPT, sur pourquoi, à titre personnel, pourquoi ça a tant pris, c'est vraiment ce côté interface accessible à tous, très simple, qui parle à tout le monde. Donc moi, sur ces logiques de Generative IA, je distinguerais vraiment l'algorithme de l'interface et de la manière finalement dont on va interagir avec, et qui certainement, cette interface pourra être spécifique en fait en fonction des besoins. Donc je pense que c'est vraiment clé. Maureen, sur les cas d'usage, vous nous avez expliqué un petit peu tout à l'heure les nouveautés, comment ça fonctionnait, mais qu'est-ce que vous imaginez derrière? On va essayer d'être concret sur ces cas d'usage. C'est une très bonne question. Donc, on va commencer par l'objectif. L'objectif, c'est de rendre la communication plus fluide, plus engageante et d'aider aux gens aussi à trouver plus d'utilité dans le temps passé sur les plateformes de Meta. Donc, les outils, donc j'ai commencé à décrire un peu, donc je vais donner un peu plus de détails sur les outils qui ont été annoncés et qui sont en train d'être lancés. Donc, la première chose, c'est des autocollants. Donc, des autocollants qui sont créés par, l'AI, qu'on pourra utiliser quand on discute avec une autre personne sur les plateformes de Meta. Par exemple, si vous êtes en échange avec un ami, vous pouvez demander à l'AI de générer un autocollant d'une baleine en train de faire du skateboard, par exemple. Donc, vous donnez les inputs que vous souhaitez et l'AI va produire l'autocollant. Donc, vous voyez, c'est très léger en termes de use case, enfin, en tout cas, cet use case en particulier. Et puis, le deuxième que je citais, c'est l'AI Assistant. Là, on trouve une vraie utilité. C'est-à-dire, vous êtes, par exemple, en train d'organiser un voyage, préparer vos vacances d'été, et vous voulez trouver des recommandations de restaurants, des recommandations de maisons à louer, à savoir quels sont les prix de vol, par exemple. Donc, il y a l'Assistant AI qui est désormais disponible, qui peut vous aider à organiser, par exemple, un voyage. Je pense que, pour revenir sur le côté un peu plus entertaining, on avait lancé aussi 28 AI, assistants AI qui ont des personnalités. Donc là, on a travaillé avec des célébrités, par exemple Snoop Dogg, c'est l'une des qui incarne un peu les personnalités de ces célébrités. Donc ça peut être aussi une façon d'être un peu plus de se faire plaisir un peu avec cette expérience d'assistante AI. Et puis, la troisième chose, c'est sur le contenu. Donc là, je parle vraiment des expériences de consommateurs. C'est le contenu que l'on crée et qu'on génère. Donc, si vous souhaitez, par exemple, partager des photos de vos dernières vacances, vous pouvez utiliser ou demander à l'AI de modifier soit le fond ou d'utiliser un style de photographie
un peu plus intéressantes ou différentes. Et ça, ce sont des outils qui sont disponibles pour, encore une fois, aider à rendre le contenu qu'on partage avec un angle plus entertaining. Après, on ne va pas s'arrêter là. Ce sont des cas d'usage qui sont assez simples. C'est vraiment le début. L'idée, c'est de pouvoir créer un AI Studio qui sera ouvert aux développeurs, qui sera ouvert aux individus, qui permettront justement des gens de créer leur propre AI. Donc, ce n'est pas une question que Meta va être la propriété de tous les AI qui existent, mais il y a un AI Studio qui est un Open AI Platform qui permettrait justement à pouvoir créer des cas d'usage différents, concrets, pour les artistes, pour les créateurs. Donc, et ce contenu-là qui est créé et généré dans ce studio va appartenir à la personne ou à l'entité qui l'a créé. Donc, ce n'est pas l'AI de Meta qui va être créé. Donc, ça, c'est vraiment sur le sujet de propriété. Après, je pense qu'il y a un autre point sur tout ce qui est safety, qui est important à noter. Donc, responsible AI, c'est vraiment une notion, un principe plutôt, qui est très important pour l'entreprise. On parlait tout à l'heure dans le dernier panel, comment faire la différence du contenu qui est créé par un AI versus un contenu qui est créé plus, disons, bio. Je pense que ça, c'est le terme qui a été employé. Donc, tout contenu, par exemple, des images, des photos qui sont créées par l'AI vont avoir un indicateur pour montrer que ce n'est pas de contenu original. Donc, ça permettrait déjà de faire la différence, d'être sûr que les personnes qui engagent avec le contenu comprennent que ça a été créé grâce à cette technologie. Comme ça, on peut vraiment faire la différence entre ce que l'individu, le créateur, l'artiste a développé versus ce qui a été mis en avant ou modifié plutôt avec l'intelligence artificielle. Et ça, je reviens sur ce point-là, puisque vous en parlez, Maureen. Finalement, Paul, vous disiez créer sa propre IA, ça devrait être une priorité aujourd'hui. Alors, pardon, je demandais à Paul, mais si vous voulez rajouter quelque chose, Maureen, vous pouvez. Oui, alors, moi, je suis un peu pris en sandwich entre les GAFAM, là, mais moi, je dois avouer que mon objectif est plutôt inverse, c'est de réduire mon temps d'écran. Voilà, donc je le pose comme ça, mais tout en utilisant les technologies. C'est-à-dire que je cherche à plutôt, bien sûr, utiliser la formidable puissance des réseaux sociaux, des interfaces, mais en tant qu'artiste, mon objectif, c'est de comprendre comment ces nouvelles formes, ces nouvelles choses qui peuvent être digérées, que ce soit de la musique, ou peuvent trouver une place dans le monde réel et comme objet tangible. Et pourquoi ça ? C'est que quand je fais des expositions, souvent je montre des peintures à l'huile, des sculptures en bronze, parfois de très grande taille, dont les formes ont été générées par IA, mais à la fin, j'ai travaillé avec un fondeur, j'ai travaillé avec un peintre décoratif, là je m'apprête à faire la même chose avec des tapisseries, et mon objectif c'est que quand j'ai une personne de 85 ans qui vient voir le tableau et qui me dit, vous voyez, moi les pixels, j'en ai rien à faire, mais ça m'intéresse ou ça ira bien dans mon salon, quelque part, je lui ai apporté un petit fragment de technologie et surtout, bien sûr, quand ça s'intègre dans un narratif plus global, on peut emmener les gens, justement, encore une fois, vers des vibrations différentes. Et ça, à mon sens, en tant qu'artiste, vraiment, je ne cherche pas à ce que tout le monde partage cette vision, mais en tant qu'artiste, c'est crucial de au moins assembler, entraîner ses propres modèles, pour une raison simple. C'est que si vous développez un travail artistique, l'objectif, c'est d'avoir une forme d'écosystème esthétique, théorique, des archives qui se créent, un peu comme une maison. Et donc, si vous êtes tributaire en fait, du changement de version d'un algorithme un peu global et que Midjourney passe de version 4 à version 5 et que tous vos prompts passent d'un style cyberpunk à un style illustrateur parce que vous maîtrisez plus le truc et vous devez tout réapprendre, pour moi, c'est une perte de temps. Donc, c'est pour ça que, par exemple, après, les algorithmes que j'ai, c'est moins puissant, mais c'est des algorithmes qui me génèrent des feuilles imaginaires, qui me permettent d'interpréter mes rêves parce que c'est un petit texte ou image entraîné sur mes photos. Et ça, peu à peu, je les construis comme ça. Et peut-être, effectivement, le AI Studio me permettra de les assembler, etc. Mais vraiment, cette personnalisation, je pense que c'est important. Et je ne suis pas le seul à le penser, parce que quand on lit
lis par exemple certaines interviews récentes de Clément Delalangue qui a créé Hugging Face, qui est quand même un fleuron français justement de ce studio modèle, eh bien en fait il dit ça, il dit 2024-2025, ça va être le point d'attention, ça va être de créer des modèles d'IA adaptés à des besoins précis business, peut-être entraînés sur moins de données, mais qui vont résoudre le problème. Et pour ça, on utilisera des métamodèles fournis par Meta, qui a un magnifique département dirigé par un Français, Yann Lequin, Google également et d'autres, mais on les personnalisera vraiment sur les applications. Et c'est ce qu'on a fait à l'époque chez Vente Privée, quand j'ai travaillé dans le département pricing, c'est exactement ça. Et on a eu des excellents résultats et vraiment un retour sur investissement qu'on pouvait mesurer. Et alors, ça répond en partie à la question, faut-il craindre pour l'avenir des industries créatives? Parce que c'est la question qui peut se poser aussi, et que je repose là sur la table. À quel moment, effectivement, l'IA intervient pour ne pas remplacer totalement la création? Et quel est le partage de valeur entre l'un et l'autre? C'est une question qu'on a posée avec Elisha Karmitz, qui malheureusement non plus ne pouvait pas être avec nous, mais qui est le directeur général du groupe MK2. Donc, on parle cinéma. Si on peut avoir sa petite vidéo, s'il vous plaît. Bonjour à tous les festivaliers, bonjour au festival de hier. Je suis absolument navré de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, ça aurait été un vrai plaisir. Merci de me donner la parole. On m'a demandé de vous éclairer sur mon secteur professionnel qui est le cinéma et son rapport à l'IA, et de répondre à la question de savoir si dans le cinéma, il fallait avoir peur de l'IA. Pour travailler dans des enjeux technologiques depuis longtemps, ce que je peux vous dire, c'est que quand une nouvelle technologie arrive et qu'on ne la connaît pas et qu'on ne la comprend pas, on commence toujours par en avoir peur. C'est pas dans ces termes-là que je travaille en ce qui me concerne. Plutôt que d'avoir peur, j'essaie d'abord de comprendre et de me former. Indéniablement, l'IA pose des questions qui sont des questions civilisationnelles. Et pour le cinéma, elle pose les questions notamment du droit d'auteur et du droit de référence qui, à mon avis, est une question clé pour l'avenir de l'IA. Indéniablement, on l'a vu avec la crise à Hollywood de ces dernières semaines, il y a des risques. Il y a des risques de paupérisation, il y a des risques de perte d'emploi, mais il y a aussi des formidables opportunités qui sont ouvertes par l'IA. Par exemple, la possibilité d'avoir beaucoup plus de ressources créatives quand on est une seule personne dans une chambre et qu'on veut, par exemple, ajouter des effets spéciaux à sa vidéo. Ce que je pense, c'est que l'IA va permettre de donner un foisonnement créatif. On va avoir des créateurs nouveaux, créer une nouvelle esthétique. Et moi, c'est ça qui me passionne dans l'approche qu'on peut avoir de cette technologie. Et du coup, je pense que avant d'avoir peur, il faut apprendre. Et tous les enjeux justement de formation et de former aussi notre point de vue, notre regard et notre politique en France à l'égard de l'IA et ce qui est actuellement en question et qui font partie des questions les plus intéressantes. Si je vous donne une prédiction, je pense qu'on peut imaginer en effet dans quelques années que des films qui sont très largement vus auront été faits avec des équipes de films très courtes et auront permis à des gens qui sont des créateurs qui n'auraient pas pu s'exprimer avec ces moyens-là de demain pouvoir accéder à beaucoup plus de ressources. Pardon pour la vidéo. Et donc, c'est aussi une manière de populariser l'accès au cinéma. De la même manière que YouTube, par exemple, a popularisé l'accès à la création audiovisuelle pour toute une génération, dont d'ailleurs je fais partie. On voit que 20 ans après, l'influence qu'a eu YouTube et les artistes de la Creators Economy est absolument majeure. Et je pense que oui, au niveau de l'IA, on est aujourd'hui dans une marche en avant pour laquelle il n'y aura pas de retour en arrière. Alors, il y a évidemment des risques, il y a des choses qui font peur aussi. Il y a des opportunités, mais c'est pour ça que les espaces de dialogue, les espaces d'ouverture, le fait d'avoir une vision collective autour de cette question est un des enjeux clés des années à venir et de notre civilisation. Il y a juste un point, et puis après on va doucement arriver sur la fin. Vous m'aviez dit aussi, Paul, quand on avait préparé ça, ça permet de repousser, par rapport à ce que disait Elisha, ça permet de repousser nos limites, de créer le désordre finalement. Oui, en tant que créateur d'utiliser l'IA. Je pense que j'avais dit entropie. Parce que entropie, pour moi, c'est mais je vous laissais l'honneur d'utiliser ce mot-là. Merci. C'est vrai que souvent on se dit quel va être le devenir de l'artiste. Bon, moi je ne suis pas gourou, donc je ne prédis pas l'avenir, mais ce qu'on peut quand même anticiper, c'est une très forte montée en exigence du métier de l'artiste. Et d'ailleurs, être artiste, ce n'est pas nécessairement un métier, c'est parfois quelque chose qui nous tombe dessus. Ça a plus un lien avec une forme de vocation. On peut être sculpteur, photographe.
photographe, ça c'est un métier, artiste c'est quelque chose qui peut englober aussi d'autres pratiques. Et c'est vrai que puisqu'on a accès maintenant à des outils extrêmement puissants qui ont compris énormément de données du passé, mais qui n'ont pas, et on en parlait avec Maureen en préliminaire avant d'entrer dans la salle, cette sérendipité, cette capacité de créer des ponts avec des domaines très lointains, eh bien, ça implique que quand on est en école d'art, peut-être qu'il faut à nouveau se replonger en profondeur dans l'histoire de l'art, s'intéresser à des civilisations lointaines, avoir une vie dans le monde réel très fournie pour finalement, entre guillemets, collecter des données et collecter un vécu qu'on va pouvoir ensuite aller redigérer. En tout cas, moi, je suis très en faveur de ça. Et pourquoi je suis artiste, c'est principalement pour l'aventure, en quelque sorte, pour avoir accès à ces aventures-là. Et je pense effectivement que le rôle de l'artiste va changer. C'est pour ça que j'ai créé mon studio. Je suis indépendant et mon objectif, c'est de prouver mon point par les actes. Et c'est vrai que quand je l'ai créé en 2019, il y a eu cette biennale à Venise qui s'appelait May You Live in Interesting Times. Peut-être certaines d'entre vous y sont allés. Et quand j'ai vu les œuvres, en grande partie, c'était dénoncer les problèmes. Et en même temps, l'IA émergeait, etc. Et je me suis dit, tiens, est-ce que le rôle de l'artiste, ça pourrait pas être finalement de passer de cette dénonciation à une proposition de futur, peut-être créer un modèle économique, si possible indépendant, justement, grâce à ces IA, un peu sur le modèle de la Creators Economy qui se développe sur YouTube, et avec peut-être les revenus qu'on a au bout d'un moment, le réinjecter dans le réel pour réparer des écosystèmes ou faire des actions qui ne sont pas, pour le coup, virtuelles. Donc j'essaye de développer ce proof of concept, et je pense que je ne suis pas du tout le premier à faire ça. En France, on a typiquement Fabrice Hibert qui a recréé une forêt comme ça en Charente. Il y a Julien Charrière qui rachète des forêts. Enfin, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces sujets-là, mais je pense qu'on peut le faire, quoi. Et proposer de nouvelles technologies, c'est ce que fait aussi justement Copernic, parce que là, c'était sur le dernier défilé, un partenariat avec Human, ouais, c'est ça, tout à fait. pour présenter le nouveau dispositif. On dit iPin. Ouais, iPin. Yes. Ouais, c'est, alors, je ne l'ai pas sur moi, mais c'est un petit boîtier qui n'est pas plus gros qu'une boîte d'allumettes, un peu plus petit même, qu'on peut mettre sur sa veste, son pull, et qui n'a pas d'écran. Et en fait, c'est là où c'est assez impressionnant, c'est que c'est un assistant personnel sans écran. C'est-à-dire qu'on change complètement, encore une fois, de paradigme, comme ce qu'on disait tout à l'heure, et là, on bascule dans autre chose, c'est-à-dire qu'on a des choses qu'on connaît, comme Siri, de la reconnaissance de langage qui peut être traduit. On a ça peut par exemple récapituler les derniers mails qu'on a reçus. Toutes des choses qu'on connaît, mais de manière précise. Mais la grande révolution, c'est qu'il n'y a pas d'écran. Et que c'est quelque chose, enfin c'est un petit device en fait qui est capable de ce qu'on appelle du computing ambient, c'est-à-dire que c'est capable d'analyser l'espace, la lumière, les éléments, les couches d'éléments, qu'est-ce qu'il y a devant, qu'est-ce qu'il y a derrière, les couleurs, d'analyser aussi toute la data qu'on a devant nous, en fait, le texte qui peut apparaître sur des pubs, sur des produits, et en fait ça enregistre toutes ces données, mais dans un sens positif où c'est censé nous aider dans notre quotidien sans avoir d'interaction avec un écran. C'est-à-dire que souvent c'est ce qui nous bloque dans nos interactions avec les autres, c'est qu'on a un tas de travail, un tas de choses à faire, et on a toujours ce téléphone là qui est là et qui nous bloque un peu parce qu'on doit regarder. Là, quelque part, il y a une manière d'avoir les infos plus rapides, ou alors même on est sur son vélo, on demande est-ce que tu peux me récapituler les 3 derniers mails, on est au supermarché, je sais pas, je fais du diabète, est-ce que sur ce produit-là, je peux avoir un problème. Et c'est assez impressionnant parce qu'il n'y a plus cette notion c'est vraiment, enfin le nom, je trouve que Human, ça porte bien son nom dans le sens où ça cherche à recréer encore plus un lien avec le présent, le moment présent et les personnes qui en face de nous et notre environnement, et ça retranscrit notre point de vue. Ça peut également prendre des photos, vidéos, tout est après remis sur un cloud d'une manière un peu plus classique comme on le connaît, mais ça n'interférera jamais entre nos interactions. Et ça devient un accessoire de mode. Et ça devient un accessoire de mode, intégré à notre quotidien. C'est bien ça la chose. Franck, est-ce que vous voulez dire un dernier mot sur le next step pour vous? Alors, vous pouvez évidemment rien dévoiler, mais selon vous, sur cette IA dans la créativité, comment vous voyez les choses? It's been very interesting listening to the conversations today. I think just really having worked with the community, with artists, with the users, with the makers, to really understand how we're building these tools in the right way, because we're moving very, very fast.
But we have this term, be bold, but be responsible. So, make innovation, don't prevent it from moving forward, but do it in the right way possible. So what I'm loving hearing is just these tools are providing new ways to think about the creative process, and thinking about the creative possibilities. So we're working on making more of those technologies available through APIs or through models that are accessible and usable for users, whether they're highly technical or everyday users. So moving forward, I think keeping those two pillars in mind as we start to reimagine the new creative processes, the new industry that we're moving towards, it's going to be a very exciting sort of space. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir. Et que... Non, je me retourne parce que merci d'être resté jusqu'au bout malgré la chaleur et merci d'être resté. Vous avez un temps pour les questions vu les intervenants que nous avons. Je pense que vous avez quelques questions. J'ai une question pour Maureen. La vision de Meta et de Facebook, c'était Connecting People. Ces nouveaux avatars qui arrivent et qui sont à la fois extrêmement amusants, Snoop Dogg, qui tout le monde aimerait avoir comme pote dans sa quotidiennité, quelque part, ils nous séparent aussi de personnes. Donc, comment vous voyez l'enjeu aussi j'étais tout à l'heure sur un côté plus éthique de la question, sur la table ronde. Comment vous voyez cette sorte de dichotomie entre on veut connecter les gens, la vieille vision de Facebook, on met les gens ensemble, on les fait parler même s'ils sont loin et c'est génial. Le métaverse aussi ça va un peu dans cette direction, vers une AI qui sont des assistants dans lesquels on risque des personnes, ils se trouvent à parler toute leur vie avec des gens qui n'existent pas. Et moi ça m'a fait flipper personnellement et je travaille dans l'AI depuis 2016. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez et c'est quoi votre position dessus? Donc, je challenge d'abord la notion que cette technologie déconnecte les gens, parce que justement, quand l'entreprise a été créée, Facebook à l'époque en 2004, le mission statement d'entreprise, c'était de make the world more open and connected. Et ça, même si ça a évolué depuis, le mission statement notamment, le travail qui est fait et les outils qui sont construits sont faits pour rendre les choses et rendre les personnes plus connectées. Certes, on vit dans un monde où chaque personne a au moins un ou deux iPhones ou Samsung dans leurs mains, donc on peut dire aussi que l'intégration de la technologie, ça nous sépare. Mais si on prend les actualités que j'ai annoncées tout à l'heure, justement, c'est pour rendre l'interaction avec ces connexions, ses proches, ses amis, beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger. Et l'assistant AI, notamment, c'est de faciliter plutôt les activités que l'on fait dans sa vie de façon quotidienne. Quel que soit de peut-être faire une réservation par ici, de trouver un endroit, enfin un restaurant pour ce soir. Donc c'est vraiment sur les actions concrètes qui ont comme objectif final de peut-être fluidifier et faciliter son temps pour qu'on puisse être plus présent avec les personnes qui nous entourent. Donc ça l'est et ça va toujours être l'objectif de Mark Zuckerberg et de l'entreprise parce que quand on a presque 4 milliards de personnes, on ne peut pas aller à l'encontre de cette idée de connecter le monde, surtout ceux qui ne sont pas physiquement dans le même espace. Et quand on pense aussi à la réalité virtuelle, c'est exactement ça. Comment, soit dans un contexte professionnel, donc il y a des workspaces qui sont créés avec la réalité virtuelle, comment connecter des gens qui autrement ne peuvent pas, enfin, ça serait plus compliqué pour eux d'interagir, de communiquer. Donc, c'est vraiment l'objectif de l'entreprise. Après, sur votre question, en tout cas votre sentiment sur comment l'AI, l'intelligence artificielle, va changer et modifier nos façons de communiquer et interagir. Je pense qu'on est vraiment toujours au début. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une nouvelle technologie dans le sens où ça fait plus de 10 ans, par exemple, que l'AI facilite, par exemple, via des recommendation engines, le contenu que l'on voit sur les plateformes. Mais sur le côté consommateur, l'entreprise est très prudente
sur ce qui sera lancé pour justement comprendre quel est le sentiment derrière, quelles sont les réactions de consommateurs et aussi des entreprises derrière, justement pour ne pas effrayer, pour ne pas couper les personnes de leurs environs, de leur contexte. Merci beaucoup. On me fait signe qu'il faut que nous en arrivions à la conclusion, donc je laisse le micro à Pascal. Moi, je voulais remercier très chaleureusement les participants de cet après-midi. Je ne vais pas faire de commentaires additionnels par rapport à ça parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Très chaleureusement, également de début d'après-midi et de ce matin. Les vidéos elles vont être disponibles très, très rapidement. Remercier très chaleureusement Karine, qui anime merveilleusement bien ces rencontres, voilà, structurellement, on va dire. On n'a pas pris ton retard. Voilà. Remercier aussi Jean-Pierre, et tu es là, qui est aussi l'équipe du festival, parce que ça fait pleinement partie intégrante du festival. Remercier Sophie Guilner, qui a largement contribué à l'organisation des rencontres. Remercier Marine Perrol, qui ne peut pas être là aujourd'hui pour des raisons de santé sans importance, enfin en tout cas qui l'empêchait d'être là, comme je l'ai dit, et qui a conçu ce programme avec moi. Et puis remercier aussi Nicolas et Félix qui ont contribué aussi à la communication de cet événement, puis toute l'équipe de la fédération, et plus globalement et vous tous, et puis les interprètes qui sont fidèles, on en parlait tout à l'heure, et faites un travail top. Donc merci beaucoup. Et merci beaucoup. Et je voudrais enfin tout d'abord remercier tous ceux que j'ai oublié de citer. Et puis j'ai passé la parole à Clarisse, parce que ces rencontres, c'est la fédération. On les fait depuis toujours avec le soutien du défi et de beaucoup de Clarisse. Du défi, moi, je suis moi-même partie prenante parmi d'autres. Et c'est très important. Et aussi, ça fait le lien avec d'autres choses que Clarisse conduit, d'important dans le champ de la technologie, pas nécessairement dans le cadre de l'IA, mais la jonction va se faire immédiatement. Voilà. Clarisse. Non, j'ai presque rien à dire. Donc merci à tous, merci à toi, et puis à l'année prochaine. En tous les cas, sur l'IA, il faut s'y intéresser, mais maîtrisez-la, personnalisez-la, soyez propriétaire et exercez-vous. Et voilà. Et puis après, on doit partir, donc on y va.